Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il s'agit d'évoquer avec vous donc ce moment d'histoire, ce point de bascule dans l'histoire du capitalisme, la manière dont vous l'avez vécu et les décisions que vous avez prises pour lutter contre cette crise. Et tout d'abord, comment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait une crise? Bon, d'abord, c'était pas un moment au singulier, mais ça a été une longue période avec une situation extrêmement grave qu'on n'avait jamais connue. Parce qu'on a eu des crises économiques. Mais la caractéristique, pardon de le dire comme ça, de cette crise, c'est que c'est la première fois, sans doute depuis 1929, mais en 1929, il n'y avait qu'une dizaine d'économies qui comptaient. C'est la première fois dans l'histoire du monde que tous les pays, sans aucune exception, Asie, Europe, Océanie, Amérique, se sont trouvés plongés dans la crise, et tous les secteurs. On avait eu la crise du textile, la crise de la sidérurgie, la crise de l'automobile. Là, on avait tous les secteurs et tous les pays. Alors, il se trouve que dès le mois d'août 2007, je suis inquiet parce que il y a d'abord des fonds d'investissement qui ferment, notamment des fonds d'investissement de BNP aux États-Unis. Ça m'avait amené à écrire à Angela Merkel, qui était à l'époque, je crois, présidente du G8, pour lui dire « Tu devrais mettre en œuvre une analyse de la situation financière parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent. » Mais alors, justement, Nicolas Sarkozy, il s'agit de signaux faibles, puisque ces fonds sont des fonds de faible importance. Et la question qu'on se pose est, comment un président de la République peut-il se rendre compte que ces fonds qui ont du mal à évaluer leurs actifs, qui ne savent plus en fait combien elles ont en portefeuille, Écoutez, peut provoquer une crise mondiale? C'est toujours facile après de dire « j'avais compris avant », etc. C'est pas du tout ce que je veux présenter. Il y a deux éléments. J'écris à Merkel pour lui demander une réflexion de l'ensemble du G8 sur la situation de la planète financière mondiale. Le fait est incontestable puisque la lettre existe. Et la deuxième chose, je confie à René Ricol, qui est un expert français, mais un expert international de ces questions, la rédaction d'un rapport où il y a absolument tout ce qui va se passer. Donc il y avait des éléments concrets qui montraient que... Et puis, tout d'un coup, il y a l'explosion. L'explosion, c'est Lehman Brothers. Et là, je suis à New York à ce moment-là parce que, enfin quelques jours après, parce qu'il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies, et je vois à la télévision le secrétaire d'État au Trésor, c'est-à-dire le ministre des Finances américain, dire, avec l'arrogance d'un ancien de chez Goldman, les mauvais banquiers de Lehman Brothers, nous ne les soutiendrons pas, ils ont fauté, ils ont fait des bêtises, Lehman Brothers est en faillite, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Il était très content de lui. 3 jours après, cette décision avait détruit l'ensemble de l'économie mondiale parce qu'il avait, en une seule déclaration, sapé ce qui est le plus important en économie, la confiance. Alors justement, expliquez-nous pourquoi, puisque a priori, on se dit que c'est normal que les responsables payent. Si une banque a fauté, il est normal qu'elle fasse faillite, Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. Mais il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'en vérité, toutes les institutions financières et toutes les banques se tenaient par la barbichette, si vous me permettez cette expression. Parce que les banques, chaque banque a ses propres produits d'épargne qui sont achetés par les autres. Et donc, si une banque fait faillite, ça entraîne par un effet de château domino, de château de cartes, l'explosion de tout le reste. Et puis, deuxièmement, ces produits devant les yeux ébahis des épargnants du monde entier, quelque chose d'absolument invraisemblable. Il était donc possible qu'une banque américaine, c'est-à-dire de la première économie du monde, de la première monnaie du monde, de la première finance du monde, fasse faillite. Et tous les épargnants se sont dit, mon Dieu, est-ce que ça ne peut pas arriver à ma banque? Et vous savez, la confiance dans une économie comme dans un couple, quand elle est là, la confiance, on n'y attache pas d'importance. Quand elle part, on voit que rien n'est possible sans confiance. Vous êtes président de la République française. La faillite d'une banque américaine, en quoi concerne-t-elle l'économie du pays que vous présidez, Nicolas Sarkozy? Oui, alors, à ce moment-là, il y a un premier débat qui a lieu et un premier clivage. Innombrables sont les observateurs qui disent « La crise Lehman Brothers, c'est en vérité une crise de la finance américaine, ça ne nous concerne pas. » Moi, je suis de ceux qui pensent de l'autre école, qu'il ne peut pas y avoir une crise de la finance américaine ou de l'économie américaine sans qu'il y ait dans le même moment une crise mondiale du fait de l'interdépendance colossale avec les réseaux, avec les informations, avec les bourses, avec les produits des uns qui sont mixés avec les produits des autres.
Et je comprends immédiatement qu'on est face à une crise, non pas américaine, mais mondiale. Et d'ailleurs, la suite le montrera. Aujourd'hui, on sait que cette crise, elle a été provoquée par des ménages qui étaient des ménages insolvables, à qui on a fait acheter des maisons, et ces maisons, eh bien, à un moment, ils n'ont pas été en capacité de payer les remboursements de ces maisons qu'ils avaient achetées. À l'époque, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se produire et comment on passe finalement de ménages insolvables à une crise qui menace la planète tout entière, Nicolas Sarkozy? Vous faites écho à ce qu'on appelait la crise des subprimes, c'est-à-dire des produits d'épargne sales, où personne ne comprenait quel était le produit d'épargne, qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent des épargnants. Il promettait des taux de rémunération invraisemblables, et on était lancé dans une course absolument folle de la planète finance, où au fond, chacun gagnait de l'argent en vendant de la dette de l'autre. La dette permettait de faire des bénéfices. Et ainsi a été poussée en avant une énorme boule de dette. Mais à un moment donné, vendre la dette et de faire des bénéfices dessus, c'était plus possible. Et au fond, la cause extrême, la cause initiale, c'est qu'avait été déconnectée complètement, elle l'est toujours d'ailleurs, elle l'est toujours, la création de monnaie de la création de richesse. C'est très simple à expliquer. Pour que l'économie de marché fonctionne, il faut créer un peu plus de monnaie qu'il n'existe de création de richesse. Un peu plus de monnaie, le plus, c'est l'inflation. Pour des raisons économiques qui ne sont pas tout à fait fausses, les émissions de monnaie ont été complètement déconnectées de la création de richesse. Ce qui fait qu'il y a eu un argent fictif, parce qu'il ne correspond pas à la création de richesse, mais qui existait, qui a circulé dans le monde et qui a financé quoi? De la spéculation. Spéculation immobilière aux États-Unis, spéculation Internet déjà dans les années 90, spéculation dans un certain nombre de pays comme le Brésil, et à un moment donné, ces bulles spéculatives explosent. Oui, mais à l'époque, tout le monde voulait que les ménages les plus humbles accèdent à la propriété. Vous-même, quand vous étiez à la tête de l'UMP, vous n'étiez pas le seul, souhaitait permettre, par le biais de prêts hypothécaires, augmenter l'accès à la propriété, enfin, Nicolas ça n'a Sarkozy. rien à voir. Permettre, la titrisation, ce qu'on appelle la titrisation, c'est rien d'autre que la confiance dans l'avenir. Si pour acheter un appartement, il faut que vous ayez la totalité de la valeur de l'appartement, quand ça commence, vous n'achetez jamais d'appartement. La vérité de tout ça, c'est que le marché mondial, par le biais du développement des ordinateurs, de l'échange commercial et de la connexion des réseaux, s'est mis en place avant qu'une réglementation mondiale ait pu se mettre en place. La crise de 2008, c'est pas une crise de l'excès de réglementation mondiale, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens doctrinaires, c'est l'absence de réglementation, avec des agences de notation qui ont été pris la main dans le pot de confiture des conflits d'intérêts, parce que les mêmes agences de notation qui notaient des produits d'épargne immobilier AAA, le lendemain, les notaient triple D. Alors justement, on va voir l'enchaînement de votre compagnie. Vous comprenez ce qui est en train de se produire? Non. Vous comprenez qu'il y a Je une crise. comprends pas le détail, je comprends que c'est gravissime et que c'est mondial. Et vous prononcez un discours à Toulon le 25 septembre 2008. On en écoute un extrait. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. Alors la crise actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme, le refonder sur une éthique. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour que la crise ne se reproduise pas. Nous venons de passer à 2 doigts de la catastrophe. Le monde est passé à 2 doigts de la catastrophe. On ne peut pas prendre le risque de recommencer. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du capitalisme financier est une priorité. Il va de soi qu'en France, l'État sera attentif
et il jouera un rôle actif. Le discours que vous avez prononcé, Nicolas Sarkozy, à Toulon le 25 septembre 2008, nous sommes en votre compagnie pour tenter de comprendre ce que vous avez fait à l'époque, pendant cette crise financière. Vous donnez en quelque sorte la garantie de l'État. Vous avez peur à l'époque qu'il y ait ce qu'on appelle un bank run, autrement dit que les épargnants se précipitent dans les banques pour retirer leurs dépôts. Si vous me le permettez, je ne donne pas la garantie de l'État en quelque sorte. Je donne la garantie de l'État tout court. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous déposez 100 € d'économie à votre banque, la banque, elle en garde 10. Et avec les 90 autres, elle prête à des entreprises, elle prête à des particuliers pour acheter un appartement. Donc cet argent, il n'est plus dans les caisses de la banque. Vous avez votre relevé bancaire avec 100, mais dans la banque, il y en a 10. Donc si tous les épargnants, le même jour, viennent retirer leurs économies, la banque fait faillite et vous ne retrouvez pas votre argent. Donc je dis, prenant mes responsabilités, pas un seul Français ne perdra un seul centime d'épargne. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi je le fais ? Parce que quelques jours avant, Gordon Brown, qui était Premier ministre au 10 Downing Street en Grande-Bretagne, me téléphone un dimanche, est un homme de grande qualité, extrêmement libéral dans ses convictions, et me dit, tu sais, je vais être obligé de nationaliser toutes les banques anglaises. Je tombe de ma chaise, littéralement. Je dis, mais Gordon, toi, le libéral, tu veux... Il me dit, écoute, je n'ai pas le choix, les queues commencent à s'installer devant les banques dans tout le pays. Pourquoi les queues ? Parce que les gens venaient retirer leur argent. On disait, on va le mettre sous notre lit ou dans notre placard, mais on ne le laisse pas dans nos banques. Il me dit, si ça continue comme ça, tout explose. Et j'ai voulu prendre les devants pour éviter d'avoir à nationaliser les banques françaises. Pourquoi ne voulez-vous pas nationaliser ? Mais parce que vous a certainement apparu que je respecte la propriété privée, que je ne suis pas communiste ni marxiste. Que Gordon Brown ne l'était pas plus que vous. Oui, mais enfin, il s'est trouvé dans une situation avec la corde au cou. Avec la déclaration que j'ai faite, les épargnants n'ont pas été retirés leur économie. Et sur la totalité des banques françaises, nous sommes l'un des pays le plus bancarisé du monde. L'État français n'a eu à racheter qu'une seule banque, Dexia. On va revenir sur le cas de Dexia, qui est un cas à part. Non, mais c'était pas la même chose de racheter Dexia que d'avoir racheté BNP, dont nous avons pu, grâce également à la qualité des dirigeants de BNP, faire la première banque européenne. Ça a calmé les choses, parce qu'il fallait que l'État monte en première ligne pour garantir les choses. Alors, je disais dans mon discours, excusez-moi de me citer, que le marché n'est pas tout, parce que je crois à l'économie de marché profondément. Mais le marché vous envoie des milliards d'informations au quotidien. C'est pas le marché qui peut vous donner une vision. C'est pas le marché qui peut préparer l'avenir. Donc il y a un équilibre à trouver entre la réaction du marché et la vision qui est nécessaire. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais justement parce que dans ce discours, Nicolas Sarkozy, vous avez une vision qui peut être qualifiée de brodélienne. On reconnaît des accents de Fernand Braudel, de Max Weber. On se dit finalement que vous avez une vision qui fait du capitalisme une sphère d'entrepreneurs et pas de financiers. Est-ce que ça n'était pas avant, Nicolas Sarkozy ? Pour moi, les choses sont très claires. Je crois à l'économie de marché, je crois à la liberté, je crois à la propriété privée. Mais l'économie de marché, elle est faite pour l'entrepreneur, elle n'est pas faite pour le spéculateur. C'est tout à fait différent. Le métier des banques, c'est de prêter à M. Dupont pour qu'en 20 ans, il rembourse son appartement, ou de prêter à M. Durand, qui a une petite entreprise ou une grosse entreprise et qui va la développer. C'est pas de jouer sur les salles de marché pour savoir si la bourse à New York va passer les 8000 points ou pas. Et c'était ça qui arrivait. Et finalement, la planète finance avait explosé à coup de bonus, tout était possible. Les agences de notation, non seulement n'avaient rien compris, mais avaient aggravé le système. Et quand ça nous a explosé au nez, il a bien fallu essayer de trouver des règles. C'est pour ça que la France, à l'époque, j'ai demandé, avec le soutien de M. Bush, la création du G20 pour que la coordination se fasse et que nous réagissions ensemble, de la Chine aux États-Unis, des États-Unis à l'Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudite à l'Allemagne, en passant par la France. On pourrait vous rétorquer, Nicolas Sarkozy, que finalement cette crise est le symptôme de l'évolution du capitalisme, un capitalisme qui rémunère beaucoup plus le capital que le travail, et que finalement, eh bien, cette crise
pourrait être le moyen, aurait pu être le moyen de tout remettre à plat en encadrant la finance. D'abord, la rémunération du capital, excusez-moi, c'est pas un mal, puisque le capital, c'est aussi votre épargne. En l'occurrence, ce que je n'admettais pas, c'était un capitaliste qui était devenu un capitaliste de spéculation et qui n'était plus un capitaliste d'entreprise. Je ne dis pas qu'on a tout fait bien, je ne dis pas naturellement que tout a été réussi, mais dans la crise, voyez-vous, il y a une opportunité. C'est que tout d'un coup, on peut agir avec beaucoup plus de force et de rapidité. C'est comme ça que nous avons obtenu la première nouvelle institution internationale depuis 1945, qui est le G20. Et quand on se réunit à Washington et que je vois réunis les 20 premières économies du monde et qu'ensemble on essaie de coordonner nos politiques économiques, ce qui a sauvé le monde. Parce qu'attention, on était dans une situation... Je vais vous raconter une anecdote. Sont venus me voir et comme les acteurs sont toujours vivants, ils pourraient en porter témoignage. Un jour, j'ai reçu à l'Élysée le président de PSA et le président de Renault. C'est pas rien, PSA et Renault. C'est pas rien. C'est des dizaines et des centaines de milliers d'emplois derrière. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Monsieur le Président, on a 2 mois pour faire les salaires, dans 2 mois on ne peut plus payer les salaires. C'était ça la situation. Renault, qui est aujourd'hui le premier constructeur mondial d'automobiles, qui a fait 8 milliards de bénéfices l'année dernière, grâce notamment au travail assez remarquable de Carlos Ghosn, était menacé de disparition. PSA, qui est un des constructeurs mondiaux les plus brillants et les plus profitables, était menacé de disparition. Nous avons dû leur prêter 3 milliards d'euros. Il n'y avait plus d'argent. Les banques, Jean-Claude Trichet, qui était le patron de la BCE, me racontait que la Banque centrale prêtait de l'argent aux banques le matin et que le soir, plutôt que garder l'argent dans leur caisse, les banques le rendaient. Les banques ne se faisaient même pas confiance entre elles. Mais alors justement, Jean-Claude Trichet, par exemple, bref, l'establishment financier, des gens qui, finalement, ont fait toute leur carrière dans des banques, est-ce qu'ils comprenaient la gravité de la situation? Est-ce qu'ils vous suivaient, Nicolas Sarkozy? Bon, Jean-Claude Trichet, c'est un homme de qualité qui a fait l'euro et loin de moi l'idée de le critiquer. Et en plus, à titre personnel, je l'aime beaucoup. Mais nous avions un désaccord, c'est vrai. Jean-Claude Trichet pensait que c'était la crise de la dette des États. Moi, je pensais que c'était la crise des finances. Et Jean-Claude Trichet disait, je ne veux pas être son porte-parole, ce serait à lui de le dire, puisque c'est la dette des États, les États, et notamment les États européens, n'ont qu'à créer un fonds d'intervention qui vont financer et de se sortir eux-mêmes d'une situation dans laquelle ils se sont mis. Pourquoi étiez-vous hostile à cette solution? Pour une raison très simple. Vous faites un fonds. Je me suis battu pour qu'on fasse le fonds et finalement on l'a fait. Mais vous mettez 100 milliards dans le fonds, la spéculation se met à 101 milliards. Vous mettez 1000 milliards dans le fonds, la spéculation, le marché, se met à 1001 milliards. Et vous êtes battu. Moi, je voulais que les banques centrales se lancent dans la bagarre. Pourquoi? Parce que la banque centrale va gagner contre la spéculation, parce que sa production de monnaie est sans limite. Donc elle ne fixe pas une limite. Et d'ailleurs, le jour où Mario Draghi a succédé à Trichet et a décidé d'engager une politique où les banques centrales rentraient de plein pied dans la lutte contre la crise, ils ont dit aux spéculateurs, maintenant c'est la Banque centrale européenne, venez nous chercher, on suivra. Et comme la Banque centrale n'a pas de limite, puisqu'elle fabrique la monnaie, la spéculation s'est arrêtée et au fond, ça a coûté beaucoup moins cher. Nicolas Sarkozy, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour continuer à évoquer cet épisode historique, la crise de 2008. Comment l'avez-vous vécu et comment elle a changé le monde? Vous nous donnerez votre point de vue à ce sujet. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une poignée de main avant de fermer les frontières de l'Europe. L'Italien Matteo Salvini et le Hongrois Viktor Orban se rencontrent aujourd'hui à Rome, faisant fi des polémiques, vous l'entendrez, quand dans le même temps en Europe encore, des manifestations anti-réfugiés s'organisent en Allemagne. Ça se passe à Chemnitz en ex-RDA, nous irons sur place. Dans ce journal encore, présentation de la stratégie d'Emmanuel Macron face aux pays du nord de l'Europe. Il va cette semaine au Danemark, en Finlande, signe d'une Europe plurielle aux intentions bien différentes. Après l'accord avec le Mexique, c'est au tour du Canada de négocier avec les États-Unis autour d'un accord commercial. Discussion qui s'accélère et qui pourrait aboutir malgré la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Chasser à l'année coûtera bientôt moins cher. Grâce à l'Élysée, qui veut aussi revoir la gestion des espèces, les chasseurs satisfaits s'en expliquent. Vous entendrez aussi les inquiétudes des défenseurs de l'environnement. Et puis dans son billet politique juste après ce journal, Frédéric
Frédéric Seyss s'interrogera sur la notion d'héritage en politique. Nicolas Sarkozy est l'invité des Matins de France Culture. Le Premier ministre italien n'a jamais caché son rêve d'appliquer en Italie le modèle politique du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Matteo Salvini est depuis le 1er juin dernier au gouvernement. Le voilà aujourd'hui qui effleure ce rêve. Malgré les fortes réticences en Italie de son allié au gouvernement, Luigi Di Maio, chef de file des populistes. Malgré cela donc, Matteo Salvini, leader de l'extrême droite, va rencontrer cet après-midi son ami Viktor Orban, obsédé par l'immigration et le nationalisme. Un entretien au sommet de l'extrême droite européenne, Olivier Tosseri. Changer les règles de l'Europe, c'est la mission que se sont fixés Matteo Salvini et Viktor Orban. Les deux hommes se présentent comme des alliés qui ont un ennemi commun, Bruxelles. Ils ont pourtant des intérêts divergents. Le ministre de l'Intérieur italien exige que tous les pays membres de l'UE accueillent les migrants essayant de débarquer en Italie. Option catégoriquement rejetée par le Premier ministre hongrois, comme il l'a prouvé lors de la récente crise du navire Diciotti. Les divergences seront mises de côté pour traiter ce qui les unit, le désir de renforcer la fermeture des frontières extérieures de l'UE et lancer un front souverainiste pour les prochaines élections européennes. Le mouvement 5 étoiles, à la remorque de la Ligue sur la question migratoire, a pris ses distances. La rencontre est purement politique et non institutionnelle, ont fait savoir ses chefs de groupe parlementaires. La Hongrie d'Orban dresse des murs de barbelés, refuse la répartition des migrants, a pour sa part commenté son leader Luigi Di Maio. En ce qui me concerne, elle n'a pas le droit au financement européen. Un signe en faveur des sympathisants de la gauche, délaissés ces derniers mois par le mouvement 5 étoiles. Ils organiseront une manifestation ce mardi à Milan pour dénoncer la rencontre des deux hommes politiques les plus controversés de l'Union européenne. L'extrême droite au pouvoir qui s'organise, on le comprend, qui se séduit à distance. L'extrême droite dans la rue aussi. Des militants n'hésitant pas à faire des saluts hitlériens, crâne rasé, devant caméras et objectifs de journalistes, encerclés par les forces de l'ordre. Cela fait 2 soirs de suite en Allemagne qu'ils manifestent. Et cela en réaction au meurtre d'un jeune Allemand, vraisemblablement commis par 2 jeunes étrangers, un Syrien et un Irakien ce week-end. Cela s'est passé à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, dans la Saxe, ex-RDA. Et depuis donc, une chasse collective aux immigrés, à tous ceux qui ressembleraient à des immigrés en tout cas. Cette chasse à l'homme a été organisée dimanche soir dans la ville. Nouvelle manifestation hier soir. Des centaines de militants étaient présents. Cette fois face à des proches de l'extrême gauche, faisant plusieurs blessés. Le récit est signé Nathalie Versieux. Hier, Chemnitz faisait pour la 2e soirée consécutive la une des journaux télévisés allemands. Pendant plusieurs heures, manifestants de gauche et d'extrême droite se sont affrontés à coups de jets de bouteilles et d'engins pyrotechniques par-dessus la tête des policiers qui s'efforçaient de les séparer. Quelques 1000 crânes rasés, saluts hitlériens et quantité de pancartes clamant non à l'immigration de masse d'un côté, un millier de manifestants anti-néo-nazis de l'autre, la place Karl Marx au pied du colossal buste du philosophe, l'un des plus célèbres citoyens de la ville, était comme coupée en deux par un important cordon policier. Cette affaire survient dans un contexte politique tendu autour des questions migratoires, alors que l'extrême droite accuse Angela Merkel d'être responsable d'une montée de la criminalité pour avoir ouvert la porte aux réfugiés. Un contexte politique que craint d'autant plus la chancelière allemande, car dans un an, des élections régionales auront lieu justement dans la Saxe. L'extrême droite y avait remporté 27% des voix lors du dernier scrutin. Voilà pour le tableau de la montée visible des populismes anti-migrants. Emmanuel Macron, lui, souhaite toujours pouvoir y faire face en mobilisant autour de lui. Le chef de l'État français prépare donc une tournée dans le nord de l'Europe cette semaine, une Europe qu'il souhaite souveraine, forte face à l'unilatéralisme et la montée de la xénophobie. Il rejoindra le Danemark aujourd'hui et demain, avant la Finlande, des pays qui ne sont pas des alliés historiques de la France au sein de l'Union européenne. Et la présidence le sait, Marie-Pierre Véraud. Nous devons sortir de notre zone de confort, explique-t-on avec un léger euphémisme à l'Elysée. Parler avec des pays avec lesquels nous n'avons pas l'habitude de trouver des compromis. Le Danemark et la Finlande ne sont en effet pas les partenaires traditionnels de Paris au Conseil européen. Les divergences affleurent même sur de nombreux dossiers. La taxation du numérique et jusqu'à la réforme de la zone euro, chère à Emmanuel Macron, est très critiquée à Copenhague, même si le Danemark n'est pas dans l'euro. Mais Emmanuel Macron a entrepris de nouer des relations
relations personnelles et de chercher des alliances avec chacun de ses homologues. C'est l'objectif premier avancé pour cette mini-tournée en Europe du Nord. Et il y a de fait une relation personnelle à tisser quand on note à Paris qu'il n'y a pas eu de visite d'État d'un président français au Danemark depuis 36 ans et en Finlande depuis 19 ans. La feuille n'est pas vierge. Pour autant, Paris se félicite que le Danemark ait souscrit à l'initiative française de défense et que la coopération soit bonne en la matière sur le terrain comme à Bruxelles. Le Royaume se distingue aussi par sa forte contribution en aide publique au développement, ce qui en fait un partenaire important dans la coopération avec l'Afrique qu'entend promouvoir Paris. La France regarde aussi avec envie le modèle économique danois, conciliant relations sociales, protection et liberté d'entreprendre, détaille un conseiller élyséen. Une rencontre avec les grands patrons est d'ailleurs prévue. En Finlande, le président français y ajoute une séquence sur l'innovation, outre les hommages militaires. Il ne s'agit pas d'obtenir des résultats immédiats, mais d'expliquer la vision française avant peut-être d'engranger des succès. Sans la tournée en Europe de l'Est l'an dernier, explique-t-on à l'Élysée, nous n'aurions jamais réussi à trouver un accord sur le détachement des travailleurs étrangers. Négocier pour s'allier, du moins économiquement. Les discussions s'animent également outre-Atlantique. Dans le cadre de l'ALENA, l'accord sur le libre-échange nord-américain, les États-Unis et le Mexique ont, ça y est, trouvé un accord commercial. Reste maintenant à savoir si les Canadiens vont vouloir s'y joindre. Tous les regards, et notamment américains, sont tournés vers Ottawa. Grégory Phillips. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a interrompu son voyage en Europe et est attendue dans la journée ici à Washington afin de poursuivre les négociations. En annonçant depuis le bureau ovale hier après-midi la conclusion de cet accord commercial avec le Mexique, Donald Trump a laissé une porte entrouverte à Ottawa, estimant que l'accord bilatéral pourrait bientôt s'étendre aux 3 pays. Mais les relations entre les Américains et les Canadiens ont été très compliquées ces derniers mois. On l'a vu cet été au G7. Un peu plus tôt au printemps aussi, quand Washington a décidé de taxer à 10 et 25% les importations canadiennes d'aluminium et d'acier. Le Premier ministre Trudeau avait répliqué avec des sanctions du même ordre. Cette fois donc, il s'agit de voir si les Canadiens acceptent les conditions de ce nouvel accord de libre-échange nord-américain. Les économies des 2 pays sont intimement liées. Les 3/4 des exportations canadiennes partent vers les États-Unis. Hier soir, les négociateurs américains semblaient plutôt optimistes. Et pour cause, la peur d'une guerre commerciale a déjà ces derniers mois affolé les marchés mondiaux et préoccupé les banques centrales. À ce propos, nous en parlons dans les matins de France Culture et nous nous interrogerons régulièrement cette semaine sur notre antenne. 10 ans après la faillite de Lehman Brothers à l'automne 2008, où en est le système bancaire et financier dans le monde? La question a été étudiée par le think tank Terra Nova. Son rapport sera publié lundi prochain, mais déjà ce matin, l'une de ces économistes qui a participé nous en dévoile une partie. Jésabel Coupé-Soubiran salue les tentatives qui ont été faites pour améliorer la gouvernance des banques et des marchés financiers. Au micro de Jean-Marc Chardon, toutefois, elle estime que les gouvernants et les régulateurs ne sont pas allés assez loin dans les réformes. Il y a eu des avancées réglementaires et prudentielles, c'est indéniable, mais tout cela n'a pas été à la hauteur du cataclysme financier et économique, et on n'est sans doute pas protégé en cas de prochaine crise, précisément parce que on n'a pas élevé les digues suffisamment haut pour se protéger. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Parce que, en dépit, si vous voulez, de cette ferme volonté, il y a eu un véritable travail de sape du lobby bancaire. Le secteur bancaire et notamment les grandes banques internationales qui ont leur part de responsabilité dans la crise auraient pu chercher à assumer cette part de responsabilité. Elles ont préféré entretenir leur rhétorique bien rodée selon laquelle il ne faut pas trop de réglementation autour du secteur bancaire parce que ça pèserait sur le financement et la croissance. Elle ne serait jamais suffisamment bien adaptée à une finance devenue très complexe. Et ce discours-là a largement imprégné l'esprit de nos gouvernants, l'esprit des régulateurs de la planète. Et donc, résultat de tout cela, les réformes n'ont pas été poussées suffisamment loin et finalement, les régulateurs ont cherché à épouser la complexité du système financier et n'ont pas cherché à réduire cette complexité. En fait, c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait chercher à mettre en place des règles plus strictes, mais beaucoup plus simples.
La toute-puissance du lobby bancaire, trop compliqué pour être correctement encadré. Nicolas Sarkozy, vous êtes l'invité des Matins de France Culture. Y a-t-il une sorte de microcosme dans le secteur bancaire, financier, dans lequel on voit finalement assez souvent les mêmes cadres, les mêmes dirigeants? François Villeroy de Galhau, ancien directeur général adjoint de la BNP Paribas, devenu président de la Banque de France. Pierre Mariani, à la tête de Dexia en 2008, au début de la crise, qui était avant cela votre directeur de cabinet au ministère de budget dans les années 90. Est-ce qu'il y a une trop grande porosité entre les acteurs et les régulateurs? Si vous permettez, c'est des affaires sérieuses, complexes, ne mélangeons pas tout. Vous trouverez toujours quelqu'un pour taper sur les banques, c'est tellement facile. Par ailleurs, quand on nomme un nouveau directeur ou un nouveau journaliste à France Culture, en général, c'est quelqu'un qui vient de la maison, qui est du métier. Ça ne me choque pas que ce soit des professionnels qui dirigent des éléments extrêmement techniques. Alors, dans ce qu'a dit cette dame de Terra Nova, dont je rappelle son engagement socialiste. Enfin, Terra Nova, vous le présentez comme un expert, c'est un expert du Parti socialiste, avec certainement beaucoup de qualités, je ne veux pas le critiquer, mais c'est ça aurait été plus important si vous l'aviez dit avant, ça aurait permis la comparaison. Alors, dans ce qu'elle dit, il n'y a pas que du faux. Ça n'a pas été assez loin, mais naturellement, déjà, ça a été très loin au moment de l'impact de crise. Et j'ajoute, je me permets de vous dire qu'après la crise, il n'y a personne aujourd'hui qui ne met en cause la façon dont on a géré la crise. Est-ce qu'il faut continuer à aller plus loin? Naturellement, on n'a pas tout réglé d'un coup de baguette magique. Là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que je pense que certaines règles dites de Bâle 3, je ne veux pas rentrer dans le détail, ont été trop loin. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'elle dit, c'était des règles qui étaient imposées non pas par l'ensemble des banques, mais par les banques américaines. Et aujourd'hui, dans les règles prudentielles, je suis pour les règles prudentielles, je me suis battu pour qu'il y ait ces règles prudentielles. Les règles prudentielles, ça veut dire que la banque ait des fonds propres suffisamment importants pour garantir l'argent qu'elle prête. Mais quand on crée des règles prudentielles trop fortes, la banque ne peut plus prêter. Et qu'est-ce qui en pâtit? Les petites entreprises, les moyennes entreprises ou les particuliers? Moi, ce que je mets en cause, c'est autre chose. C'est au fond la prétention de la finance américaine, des banques américaines et même du gouvernement américain d'imposer sa loi sur la totalité de la planète économique. Il n'y a aucune raison. C'est pas parce que le dollar est la première monnaie du monde que nous devons nous soumettre au diktat de tel ou tel responsable américain. Je ne veux pas citer de nom. Je prends l'exemple de l'Iran, voyez-vous. Monsieur Trump décide de sortir du traité sur la non-prolifération. Je suis contre, mais après tout, c'est son droit. Mais je ne vois pas au nom de quoi, parce que M. Trump dit « je déchire le traité de non-prolifération qui visait l'Iran », que Total et que les entreprises françaises ou européennes n'ont pas le droit de commercer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Quand M. Trump se fâche avec M. Poutine, c'est parfaitement son droit. Mais au nom de quoi? Nous devrions, nous les Européens et nous les Français, être concernés par les sanctions américaines. Au fond, pourquoi je plaide, c'est une Europe plus indépendante, une France encore plus indépendante. Nous n'avons pas à être soumis au diktat ni de la justice américaine, ni de la monnaie américaine, ni de la finance américaine. Merci Nicolas Sarkozy. Nous vous retrouvons pour c'est moi qui vous remercie. Évoquer la grande crise financière 10 ans après. Vous étiez alors président de la République. L'échange reprend après ce journal dans une dizaine de minutes. En attendant, il est 8h14 sur France Culture et c'est la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal. Le MEDEF entame sa traditionnelle université d'été. Aujourd'hui et demain dans les Yvelines, plus de réformes et plus d'Europe. Voilà ce que souhaitent les dirigeants d'entreprise. Ils vont plaider contre le protectionnisme et appeler le gouvernement à maintenir le rythme et le cap de ces réformes. Les chefs d'entreprise qui s'inquiètent notamment du report annoncé de l'allègement de charges patronales promis aux chefs d'entreprise. Report de 9 mois. C'est la première université d'été sous l'égide de Geoffroy Roux de Bézieux. Le Premier ministre Édouard Philippe est attendu cet après-midi. Les chasseurs ont le sourire ce matin, ou en tout cas de nombreux chasseurs. L'exécutif a voulu leur faire plaisir en annonçant hier une baisse du prix du permis de chasse en France. Cela s'accompagne d'une grande réforme sur la gestion des espèces chassables qui pourraient être plus nombreuses. Une réforme sera en tout cas à l'étude. L'Élysée a annoncé tout cela hier soir après qu'Emmanuel Macron a reçu pour la 2e fois en 6 mois les représentants des chasseurs, Anne Fauquemberg.
De mémoire de chasseur, on n'avait pas vu un président aussi à l'écoute depuis 30 ans. Toutes les revendications adoptées, à commencer par le prix du permis national de chasse, 200 € au lieu de 400, une division par 2 pour encourager la pratique et la mobilité des passionnés. Mais c'est surtout la gestion adaptative des espèces qui satisfait Thierry Coste, l'éminence grise de la Fédération des chasseurs. Sortir des traditionnelles dates d'ouverture et de fermeture pour ajuster les quotas à l'année en fonction de l'état des populations. Tout cela évidemment à grand renfort de smartphones et d'une application dédiée. 6 espèces ont été ciblées et notamment l'oie cendrée, explique Thierry Coste. Ce sera un quota très restreint de 5000 oies, mais c'est l'expérimentation d'une gestion plus souple, mais extrêmement encadrée. Plus souple, plus moderne et très encadrée. Pour les écologistes, c'est inadmissible et le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, est très en colère par cette nouvelle gestion. Si on doit arrêter la chasse au 31 janvier pour des raisons scientifiques, c'est parce que c'est le début de la période de reproduction. Et de même qu'on ne coupe pas son blé en herbe, on ne tue pas des oiseaux qui vont entamer leur période de reproduction. Quant au sujet sensible des chasses traditionnelles, quelques avancées. L'interdiction des pièges noyants utilisés pour les ragondins a été actée. Quant aux autres chasses, elles sont renvoyées délicatement à une charte éthique qui devra être construite en concertation d'ici le mois de novembre. De belles éclaircies partout en France. Voilà le programme de la journée pour Météo France. Des orages devraient ensuite arriver par le sud-ouest en fin de journée pour atteindre l'Aquitaine dans la nuit. Et sous ces belles éclaircies, pour le moment, comptez ce matin 17 degrés à Brest, 20 à Paris, Strasbourg, 24 à Lyon, 27 degrés dans la matinée à Bordeaux et près de la Méditerranée. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Il est 8h17 sur France Culture. Dans quelques instants, on retrouve Nicolas Sarkozy pour cette matinale exceptionnelle consacrée à la crise de 2008, puisque France Culture s'intéresse toute cette semaine aux 10 ans de la crise de 2008. C'est en partenariat avec Le Figaro. Et dans quelques instants, le billet politique de Frédéric Seyss. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Quel héritage peut léguer un homme ou une femme politique et les héritiers sont-ils toujours ceux que l'on croit ? Dans quelques instants. 15 septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers déclenche une crise planétaire. 2008-2018, la grande crise 10 ans après, semaine spéciale sur France Culture. Quelles règles gouvernent l'économie mondiale et que peuvent les États ? Comment cette crise a-t-elle redessiné les grands équilibres mondiaux ? Quelles conséquences sociales, politiques ? Débats, témoignages, décryptage. 2008-2018, la grande crise 10 ans après, semaine spéciale sur France Culture. En partenariat avec Le Figaro. Plus d'infos, franceculture.fr. 8h18. Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner. Le billet politique de Frédéric Seyss. Ce matin, Frédéric, vous évoquez la notion d'héritage en politique. Oui, que laisse-t-on derrière soi en politique ? C'est finalement la seule question sérieuse qui vaille pour un responsable. Quelle réforme, quel changement, quel progrès aura-t-on légué à l'histoire ? Alors dans le personnel politique, modestement, certains assurent une petite postérité en donnant leur nom à un dispositif d'aide à l'immobilier, par exemple. C'est le cas de M. Sellier, de Mesdames Duflot, Épinel. D'autres signent des traités de paix, engagent des guerres ou conquiert l'espace. Mais l'héritage, ça n'est pas seulement celui des idées ou des actes, c'est aussi celui des hommes et des femmes qui se réclament de vous. On a ainsi parlé, bien sûr, des gaullistes, des mendésistes, des rocardiens. Cette question de l'héritage, Nicolas Sarkozy, elle vous avait été posée pendant votre présidence lors d'une conférence de presse par le patron de Libération, Laurent Geoffrin. Question posée sans ménagement et réponse sur le même registre. Mais pour moi, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective ? Sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône ? Alors, si vous n'êtes pas le fils caché de Jacques Chirac, de qui êtes-vous le mentor idéologique aujourd'hui, qui désormais peut se réclamer de vous? Il y a bien sûr toujours des fidèles au parti Les Républicains, mais on pourrait aussi vous trouver un héritier au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. C'est une adresse que vous connaissez un peu, c'est l'adresse de l'Élysée. Et oui, si votre enfant caché au niveau politique, c'était Emmanuel Macron, en particulier dans le domaine économique qui nous intéresse ce matin. Alors examinons cette première année de quinquennat et comparons. Vous vouliez déverrouiller les 35 heures. Emmanuel Macron a fait voter les ordonnances Pénicaud qui permettent de les contourner au niveau de l'entreprise. Vous aviez mis en place un bouclier fiscal. Emmanuel Macron a réduit l'impôt sur la fortune. Il y avait aussi ce slogan dont chacun se souvient.
Je n'ai pas changé, c'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Travailler plus pour gagner plus. Emmanuel Macron, lui, cela vient d'être annoncé, va supprimer les cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Il arrive même que l'actuel président, sur le champ économique, vous fasse passer pour un dangereux gauchiste. Ainsi, récemment, il a supprimé la taxe contre l'évasion fiscale, l'exit tax, que vous aviez vous-même créée. Enfin, si vous aviez commencé à supprimer les régimes spéciaux de retraite, Emmanuel Macron, lui, veut mettre en place un système par points pour que chaque euro cotisé offre les mêmes droits à tous les retraités. C'est dit d'une autre façon, mais c'est exactement la même chose. Bref, sur le plan économique, vous en aviez rêvé, il l'a fait. Alors si l'on observe l'histoire de la Ve République, vous avez été le premier président, après les 30 Glorieuses, à être élu en assumant un attachement philosophique au libéralisme économique, à le revendiquer, même si vous avez aussi parfois pratiqué l'intervention, par exemple pour sauver Alstom. Tout cela afin de libérer les énergies, sans tabou, de réconcilier les Français et l'entreprise, selon les termes en vogue. Une offensive culturelle dans laquelle le candidat En Marche a mis ses pas, nanti de cet héritage politique, pas forcément assumé, mais rassurons-nous, pour rester dans la thématique de ce matin, cet héritage-là, eh bien lui, il n'est pas soumis au droit de succession. Le billet politique de Frédéric XVI, une réaction peut-être, Nicolas Sarkozy, avant que l'on évoque les conséquences de la crise économique de 2008. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, ça me fait très plaisir. Je suis invité de France Culture. Je crois que c'est la première fois dans toute ma carrière politique, ou peut-être la seconde. C'est un grand privilège. Je ne fais plus de politique, je ne suis plus dans la politique. Je suis venu parce que vous m'avez invité très gentiment et que je voulais parler de la crise. Et votre éditorialiste très brillant parle de l'héritage. Vous savez, chacun pense ce qu'il veut. J'ai essayé de faire... Pour moi, avoir été le président de la République, ça a été un immense honneur. Vous savez, je m'appelle Sarkozy. Je viens de loin. Et j'ai été élu président de la République. Jamais je ne dirai aux Français à quel point je les remercie de la confiance qu'ils m'ont fait. J'ai eu 5 années passionnantes, difficiles, au fond, sans avoir de blocage ou de drame, comme certains nombres en ont connu. Après, c'est à eux de juger qui dépend de vous, qui est avec vous, qui est contre vous. Vous savez, c'est toujours la même chose. L'histoire est passionnante. On est toujours moderne avant d'être dépassé. Giscard, quand il est arrivé en 1974, était d'une modernité incroyable. Et tout le monde expliquait un nouveau monde. Et puis, ça s'est un peu plus mal terminé. Je me souviens très bien, François Mitterrand, arrivant en 1981, on nationalise toutes les banques, on fait les 35 heures. Mon ami Jacques Land, quelqu'un que j'aime beaucoup, dit on est passé de la nuit au jour, etc. Et puis ça s'est terminé comment Chirac. Bon, c'était avec un physique extraordinaire. Bon. Quand je suis arrivé, c'était la rupture, c'était le nouveau monde. Bon, je vois les choses avec un peu plus de distance. Je ne juge personne, je ne veux critiquer personne. Mais vous verrez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, très bien, profitez-en, ça dure pas. Et vous verrez qu'un jour, vous serez plus le plus jeune. Et vous verrez à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse? C'est chaque Français, à la fois dans sa tête, qui regarde ce qu'on a fait, et dans son cœur, est-ce qu'il vous aime ou est-ce qu'il vous aime pas? Le président de la République, c'est pas tout à fait un homme politique comme les autres. On est rentré dans la vie des Français parce que notre élection ou notre défaite, parce qu'il y a toujours des défaites, il y a toujours des victoires, correspond à un moment de leur vie. J'ai beaucoup de plaisir à voir des Français qui ont voté ou pas pour moi, mais la question de l'héritage, moi qui n'ai jamais hérité de personne... Et de la parenté en politique également. Oui, vous savez, il y a beaucoup de postures. Il y a beaucoup de sincérité, il y a des gens qui m'aiment et je leur suis et qui sont fidèles et je leur suis très reconnaissant. Mais il y a parfois beaucoup de postures. Il faut prendre ça avec un peu de distance. Vous savez, mon ami Camille Pascal a écrit un très bon livre qui va sortir là sur l'été des 4 rois et Charles X, qui a été trahi par celui qui allait devenir le duc d'Orléans, Louis-Philippe. Moins de 20 ans après, Louis-Philippe a eu le même traitement. C'est toujours la même histoire. De ce point de vue, je veux dire du point de vue du comportement des hommes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on entend que vous nous dites également le nouveau monde, c'est une notion assez précaire en politique. Non, mais vous savez, moi je ne veux pas critiquer parce que je sais d'expérience qu'être président de la République, c'est très difficile. Il essaie de faire de son mieux.
moi, quand je vois qu'il remet les heures supplémentaires défiscalisées, en tout cas déchargées... Désocialisées, comme on dit aujourd'hui. Non, parce que désocialisées, ça veut dire qu'on ne paye pas de cotisation sociale. Et je trouve qu'il a raison, parce que je crois que le problème reste le même. Comment ceux qui bossent dur peuvent gagner davantage? C'est ça le problème essentiel que nous avons. Parce qu'il y a des tas de processus pour éviter l'exclusion dans notre pays, qui est très avancé de ce point de vue-là. En revanche, pour récompenser le travail des gens et qui travaillent dur, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pas... Il essaye de faire au mieux. Et après, il y a tellement de gens qui le critiquent. Je ne veux pas ajouter ma voix aux gens qui le critiquent. Nicolas Sarkozy, ça ne m'intéresse pas. On va évoquer la rupture et puis peut-être aussi la rupture dans la rupture suite donc à cette crise économique de 2008 dont on ressent encore aujourd'hui les conséquences. Je suis en compagnie de ma camarade Berthilde Bayard du Figaro. Berthilde Bayard, une question à Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous venez de parler de votre mandat et de la fonction de président de la République. En quoi cette crise financière de 2008, elle a totalement changé le profil de votre mandat? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez tellement aimé faire quand vous êtes arrivé à l'Élysée et que vous n'avez pas pu faire du fait de cette crise financière de 2008? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde en arrière. Mais quand, moins d'un an après votre élection, le monde entier est en crise, par exemple, vous savez, tout d'un coup, les recettes pour l'État français de l'impôt sur le bénéfice des entreprises ont été diminuées, vous savez de combien? Des 2/3. Alors, naturellement, quand tout d'un coup, vous trouvez, avec les recettes de l'État, sur un impôt essentiel, qu'ils ont diminué des 2/3, forcément, ça change. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, vous n'avez pas eu de chance ». Moi, d'abord, les faits sont les faits. Et ça a été tellement passionnant de se retrouver président de l'Europe, président du G20, à ce moment-là. Vous savez, c'est pas rien de devoir sauver les économies des Français. On s'est retrouvé avec un PIB qui reculait de 3,5 presque, 3,4 je crois. Et en 2011, l'économie a progressé de 2,1. On n'a jamais fait aussi bien depuis. Bon, donc ça a été passionnant, ça a tout bouleversé. J'ai dû notamment faire la retraite à 62 ans, que je n'avais pas annoncé lors de mon élection. Mais parce qu'on se retrouvait face à un tel défi. Ça a bouleversé les choses, mais c'est la vie. Quand on est président de la République, il faut faire face à l'inconnu et à l'inattendu. Qu'est-ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu cette crise financière, Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'elle vous a empêché de faire? Si vous voulez, s'il n'y avait pas eu cette crise financière, on aurait fait un programme de réduction d'impôts et de réduction des dépenses beaucoup plus important. Parce que une fois que vous êtes devant la crise, il faut gérer l'impact de la crise. Et puis après, il faut essayer de remettre l'économie en place. Et là, il y a eu un autre débat extrêmement intéressant, pas nouveau. L'austérité ou pas l'austérité? Il y a toujours des gens, on se retrouvait avec un PIB à moins 3,4, et des gens qui ont dit il faut serrer la vis, diminuer les retraites, diminuer le SMIC, diminuer les petits salaires. C'est toujours des gens qui sont des théoriciens, qui ne connaissent pas la vie, et qui voulaient faire mourir le malade guéri. Vous avez un cancer, on vous met un tel traitement contre votre maladie que vous ne mourrez pas du cancer, mais vous mourrez d'anémie. Bon, je n'ai pas voulu ça. J'ai voulu le grand emprunt. Je m'étais engagé à augmenter l'allocation adulte handicapé de 25%. J'ai tenu. Je n'ai pas voulu baisser le budget du ministère de la Culture, et pardon, de l'audiovisuel public, parce que je pense que la culture, je suis sur France Culture, c'est la réponse à la crise. Ça ne doit pas être la victime de la crise, c'est la réponse à la crise. Mais c'était un débat passionnant, et finalement, ça a créé d'autres clivages. Est-ce qu'à contrario, vous vous dites que vous n'auriez pas refait le même programme? Le bouclier fiscal, par exemple. Est-ce que vous le regrettez lorsque vous vous rendez compte? Non, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a des convictions, assume. Le bouclier fiscal... On peut aussi réviser... Mais bien sûr, oui, et c'est pas interdit de changer d'avis, mais puisque vous me posez gentiment cette question, je vous le dis. Le bouclier fiscal, qu'est-ce que c'était? C'était une disposition auquel je crois, qui fait que quelqu'un travaillait du 1er janvier au 30 juin pour l'État, et travaillait pour sa famille à partir du 30 juin. J'avais mis le bouclier fiscal à 50%. En quoi est-ce injuste? Je disais, dans un pays moderne comme la France, soumis à la concurrence mondiale, ceux qui gagnent de l'argent doivent payer la moitié de l'argent gagné en impôts, mais pas plus. Au nom de quoi devrais-je m'excuser de ça? C'est ma conviction. Alors je sais que depuis, M. Hollande a fait mieux avec les 75% qui ont fait rire le monde entier, et finalement qui n'ont rien remporté, puisque ça fait la richesse de l'Angleterre,
du Luxembourg, de la Suisse et de tous nos voisins où sont partis un certain nombre de gens qui voulaient investir là-bas. Moi, je pense que payer des impôts, c'est tout à fait normal, mais de mettre un bouclier à 50%, c'est une bonne solution. Maintenant, il y a d'autres formules qui ont été trouvées. Je ne suis plus dans la vie politique, mais si vous me demandez est-ce que je regrette cette mesure, non, je ne regrette pas. Bertil Bayard. Il y a des sujets justement qui ont été, qu'on a commencé à traiter à l'issue dans la suite de cette crise financière, et notamment la lutte contre les paradis fiscaux. En quoi il y avait une filiation à vos yeux entre la crise financière et cette lutte contre les paradis fiscaux qui n'étaient pas directement impliqués dans la chute de Lehman Brothers et dans la crise financière de cette époque? La première décision importante qui a été prise dans la lutte contre les paradis fiscaux, c'est un fait historique. C'est le sommet du G20 de Londres, présidé par Gordon Brown, où j'ai refusé au nom de la France de signer le communiqué de fin tant qu'une liste des paradis fiscaux n'était pas annexée au communiqué de fin. Parce que c'est bien beau de lutter contre les paradis fiscaux. Après, il faut mettre des noms. Et il faut dire qui sont les paradis fiscaux. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait le faire à ce moment-là précisément? Tout simplement parce que la crise financière avait montré des profits incroyables, des rémunérations incroyables, et les gens qui avaient des rémunérations incroyables, pour un certain nombre d'entre eux, ils les mettaient où? Ils ne les mettaient pas à payer des impôts ici, ils les mettaient ailleurs. Donc la filiation, elle est très simple. Vous savez, ça s'est terminé le sommet de Londres. Je peux vous dire une chose qui est tout à fait exacte. Il y a des tas de témoins. Comme je refusais de signer, Barack Obama s'est levé, qui était président des États-Unis, de sa chaise, est venu me voir et m'a dit, ce sont les Chinois, le président Hu Jintao, qui bloquent. Il faut qu'on se voit tous les trois. On n'a même pas été dans un bureau, puisque c'était vraiment la fin du sommet, tout le monde voulait partir. Je dis, moi je ne signe pas s'il n'y a pas une liste annexée. Et le président Hu Jintao, le président Obama et moi, nous nous sommes retrouvés. Les Chinois ont accepté qu'on annexe une liste de paradis fiscaux, et pour la première fois, ils étaient ainsi dénommés. Alors après, j'entends bien qu'il faut faire autre chose, que ça n'a pas été suffisant, mais parce que si vous essayez, si vous dites il y a des rémunérations choquantes et que vous permettez à ces rémunérations choquantes d'aller se loger dans des paradis fiscaux, vous avez un système que vous ne pouvez pas contrôler. À partir du moment où vous dites il y a des paradis fiscaux, ils sont illégaux, et depuis d'ailleurs le nombre s'est considérablement réduit de ces paradis fiscaux, parce que des rémunérations excessives, s'ils payent des impôts, c'est pas la même chose. Question, Nicolas Sarkozy, pour rebondir sur la précédente question, sur votre philosophie économique, est-ce qu'elle a changé à l'épreuve de la crise? Ma philosophie économique, je suis très pragmatique. Vos convictions, votre doctrine, est-ce que sur la question des barrières douanières, dont on parle beaucoup en ce moment et pour cause avec l'actualité américaine, est-ce que le mot protectionnisme, pour vous, c'est resté un gros mot? Bon, d'abord sur la doctrine, vous savez, en matière économique, j'ai pas besoin de lire Ricardo, Milton Friedman ou Adam Smith pour savoir ce qu'il faut faire. L'économie, c'est d'abord une bonne dose de pragmatisme avec quelques solides convictions. Je suis contre le protectionnisme et je suis un Européen convaincu. J'ai toujours été un Européen convaincu, je mourrai Européen convaincu. Et je suis bien désolé d'ailleurs de voir cette malheureuse Europe en train d'exploser sous nos yeux, alors que si vous additionnez les États-Unis et l'Europe, ça fait 800 millions d'habitants, sur 7 milliards sur la planète, dans 30 ans, on sera 9 milliards, à la fin du siècle, on sera 11 milliards, et il y aura toujours que 800 millions d'Européens et d'Américains. Donc c'est un véritable problème. Sur les barrières douanières qui s'érigent un peu partout dans le monde, ça ne sert absolument à rien. Je suis pour la concurrence. En revanche, je veux une concurrence loyale. Pourtant, dans le discours de Toulon, le dumping monétaire est scandaleux, et le dumping social comme le dumping environnemental est scandaleux. À quoi ça sert, par exemple, d'imposer aux entreprises européennes des règles de protection de l'environnement justifiées, si dans le même temps l'Europe continue à accepter d'importer des produits fabriqués dans des pays où il n'y a aucune règle de protection de l'environnement? Donc je suis pour une barrière de ce point de vue-là, qui rétablit la concurrence. Pourtant, dans le discours de Toulon, donc ce discours que vous prononcez le 25 septembre 2008, Nicolas Sarkozy... Il y en a deux discours à Toulon. Il y en a un 2008 et un 2011, pardon. Mais celui de 2008, vous dites, voilà, la promesse finalement d'un monde ouvert sur le plan économique est une promesse qui n'a pas porté ses fruits. Il faut aujourd'hui réintroduire de la régulation, et c'est en quelque sorte une marque que finalement le mondialisme n'est plus pour vous une solution. Non. La vérité n'est pas entre eux. On laisse rentrer tout et n'importe quoi, ou on empêche de rentrer tout et n'importe quoi. La base, c'est un monde ouvert. Je suis contre les barrières tarifaires.
La base, c'est la concurrence. Il y a grosso modo 200 pays dans le monde. On a grosso modo 150 concurrents, puisqu'à la différence de ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans, il y a maintenant 150 économies. Vous prenez les berlines, les voitures de haut de gamme, aujourd'hui, qui aurait pu imaginer, il y a 30 ans, que les Coréens du Sud pouvaient damer le pion aux berlines allemandes, à BMW ou à Mercedes. Donc je suis pour un monde régulé, une concurrence maîtrisée. Et l'Europe doit se défendre. Mais on ne se défend pas derrière des murs aléatoires. Je pense exactement la même chose sur le problème si difficile de l'immigration, qui est très clairement devant nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Afrique a aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Dans 30 ans, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Le Nigeria, dans 30 ans, sera plus peuplé que les États-Unis d'Amérique. Il y a 75% de la population qui a moins de 25 ans. À son plus large, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que la Méditerranée, c'est moins de 1000 mètres. C'est moins de 1000 kilomètres de large. À son plus restreint, au détroit de Gibraltar, c'est 12 kilomètres. Donc on va se trouver qu'on est au début du processus de l'immigration. Donc il n'y a pas d'autre choix pour l'Europe que d'aider massivement, puissamment au développement économique de l'Afrique pour essayer de solidifier des populations sur leur territoire d'origine et non pas de leur laisser à penser qu'ils peuvent venir dans une Europe qui, économiquement, socialement et culturellement, ne peut pas faire face à l'accueil de 2,5 milliards de personnes. Même si les 2,5 milliards de personnes ne veulent pas se déplacer naturellement. Ce qui signifie que, selon vous, Nicolas Sarkozy, ce qu'a fait Angela Merkel était une erreur ? Enfin, je ne me permets pas de juger Angela Merkel, mais si j'en juge par l'évolution de son discours entre le début de l'effondrement de la Syrie et aujourd'hui, j'imagine qu'elle a compris qu'il s'était passé un certain nombre de choses. C'est très difficile, cette question de l'immigration. Parce que lequel d'entre nous, quand il voit ces images incroyables de femmes, d'enfants sur des bateaux, ne se dit pas on peut pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être notre famille. Et en même temps, qui ne voit que l'Europe est le continent le plus ouvert du monde et que nous ne pouvons pas, à 500 millions, 450 millions d'Européens, accueillir la totalité de l'Afrique subsaharienne qui veut venir, alors que nous n'avons plus d'emploi, plus d'argent, plus de possibilités d'intégrer. Ce qui veut dire qu'il faut complètement changer notre regard sur la politique d'immigration et complètement changer notre système, me semble-t-il, d'aide au développement. Il n'y a rien de plus prioritaire que de développer l'Afrique pour protéger l'Europe. Bertille Maillard. Justement, sur l'Europe, il y a un vrai paradoxe qui est que, si on en revient à la crise financière, la réponse européenne a été une clé absolument déterminante dans la lutte contre cette crise. C'est à ce moment-là qu'on a pu voir par l'exemple ce que l'Europe pouvait apporter à chacun de ses pays membres. Or, depuis, elle a du mal à convaincre et au contraire, on a plutôt un délitement du sentiment européen, alors qu'on avait justement eu la preuve que cette Europe était plus que jamais nécessaire. L'Europe est tout à fait nécessaire et c'est très simple à comprendre, mais au-delà de l'Europe. Nous sommes 450 millions. Sur les 7 milliards d'habitants de la planète, il y en a 4 milliards qui sont en Asie. Sur les pays asiatiques, il y en a 3 qui sont au-delà du milliard ou qui tangentent le milliard. La Chine, l'Inde et l'Indonésie. Si l'Europe ne veut pas disparaître culturellement, économiquement, socialement, elle doit rester unie. Mais ça va bien au-delà. Je ne comprends pas la césure entre l'Europe et la Russie. On peut avoir des tas de désaccords avec M. Poutine. J'en ai eu moi-même, notamment au moment de la Géorgie, où nous avons arrêté l'armée russe. Mais les 120 millions de Russes doivent être alliés avec les 450 millions d'Européens. La Russie est le seul pays du monde qui a des frontières avec la Chine, avec l'Inde et avec l'Europe. Ne poussons pas la Russie vers l'Asie, maintenons le lien avec nous. Encore une fois, que M. Trump n'aime pas M. Poutine, c'est son problème. Et eux, les Américains, ils commercent très peu avec la Russie. Nous avons besoin de l'espace de la Russie, je veux dire de la superficie, et des matières premières. Donc l'Europe est plus jamais nécessaire. Et pour moi, le Brexit, c'est un drame. C'est un drame pour nous, mais c'est un drame pour eux aussi. On est en train de perdre la deuxième économie d'Europe. Pourquoi ? Comment peut-on
imaginer une chose pareille. Et donc, nous avons besoin de plus d'Europe, mais je crois qu'il faut arrêter de parler de l'Europe d'il y a 70 ans, que nos pères fondateurs ont fait brillamment, et parler de l'Europe dans les 70 ans qui viennent. Prenez l'affaire de l'immigration. Je pense que l'immigration ne peut pas être gérée par la Commission, qu'elle doit être gérée par un gouvernement des ministres de l'Intérieur, par exemple européens. Nicolas Sarkozy, vous parlez de l'histoire, vous parlez de vos convictions. Il y a aussi l'actualité des fois qui nous rattrape. Sur France Inter, à l'instant, le numéro 2 du gouvernement, Nicolas Hulot, annonce sa démission. Le ministre de l'Environnement dit qu'il quitte le gouvernement. Je n'y crois plus, dit-il. Je n'ai pas assez d'influence, je ne veux plus mentir. Quelle est votre réaction ? C'est son choix. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration, c'est tellement plus important. C'est anecdotique ce départ finalement. Non, je ne veux pas blesser personne. La vie politique, dans ce soubresaut quotidien, n'est pas mon domaine. Je pense qu'il y ait M. Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qu'il y ait M. Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paye est centrale. Qu'il y ait M. Hulot ou pas, la question est-ce que les Anglais sont des Européens ou pas, c'est central. Pour moi, c'est tellement plus... Enfin, pardon, excusez-moi. C'est tellement plus important, tellement plus passionnant. Mais je comprends que vous fassiez votre travail, mais moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Je ne veux pas être le commentateur des décisions des uns ou des autres. Parce que dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui sont en désaccord. J'ai connu ça moi-même. Bon, voilà. Et puis vous verrez que dans quelques jours, reviendront quoi ? Est-ce que la crise financière peut revenir ? Justement, lorsque vous voyez donc le chemin parcouru depuis 10 ans, les mesures que vous avez prises, on a évoqué ce que vous avez fait sur les paradis fiscaux, on a évoqué également l'encadrement parfois perçu comme insuffisant des banques. Est-ce que vous trouvez que la spéculation, un certain nombre de choses qui ont suscité cette crise de 2008 ont aujourd'hui été suffisamment encadrées, Nicolas Sarkozy ? Non, on peut toujours faire mieux, mais quand même, ça a énormément progressé. Je prends un exemple devant vous. Aujourd'hui, quand un chef d'entreprise s'en va et qu'il y a une rémunération qui est choquante, ça fait un tel scandale qu'il est obligé d'y renoncer. Je suis moi-même dans le board d'une grande entreprise et je vois bien le soin que l'on met. Les choses ont beaucoup avancé dans la transparence. Bon, moi, qu'est-ce que je regrette ? Il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que, quelles que soient leurs opinions politiques, nous sommes en concurrence avec les autres. Et que nous avons besoin de garder sur notre territoire les gens les plus dynamiques, ceux qui créent des entreprises, ceux qui créent de l'emploi. Que gagner de l'argent n'est pas mal. Et que si on paye plus d'impôts chez nous qu'ailleurs, on se retrouve dans une situation où ceux qui créent de la richesse, donc de l'emploi, s'en vont. Et ça, c'est pas possible. Mais voilà. Cette crise de 2008, Nicolas Sarkozy, cette crise de 2008, elle vient de quoi ? Elle vient du fait que la finance est devenue plus productive que toutes les autres activités. 5% des emplois aux États-Unis, 15% des bénéfices. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça peut s'encadrer par le politique. Oui. Le politique ne l'a pas fait. Est-ce que vous le regrettez ? Non, c'est pas vrai. Puisque y compris vous. Je viens faire 1 heure avec vous sur la crise. Il n'y a pas un moment où vous me dites, là, vous avez fait une énorme bêtise, vous vous êtes trompé. Là, ça reste comme une faute impardonnable. Vous ne l'avez pas fait, et je ne pense pas que vous ne l'ayez pas fait par courtoisie. C'est parce que je crois qu'on n'a pas trop mal géré, pardon de dire ça comme ça, même si c'est un peu ridicule, la crise à ce moment-là. Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? J'en suis le premier convaincu. Reste devant nous un problème immense. Pour soutenir l'économie mondiale, on a habitué l'économie mondiale à la création artificielle de monnaie. C'est une drogue. Je vous le dis, c'est une drogue. Nous sommes devenus, je veux dire l'économie mondiale, addicts à la création de monnaie artificielle. La question la plus complexe qui soit, comment on retire la seringue ? Comment on revient à une production de monnaie qui corresponde peu ou prou à la production de richesse sans plonger l'économie mondiale dans une récession ? Il y a 2 risques, l'explosion de la finance et la récession. Et c'est entre ces 2 risques qu'il faut marcher, et je trouve que la Federal Reserve Bank américaine fait plutôt bien avec sa politique, nonobstant ce que dit l'aimable M. Trump, avec sa politique progressive de montée des taux. Je crois que c'est le seul chemin utile.
Bertil Bayard. C'est impressionnant l'importance qu'ont pris les banques centrales dans la vie économique et de façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mot d'un banquier central, un mot de Mario Draghi a finalement énormément plus d'influence que le mot de quelques responsables politiques, y compris président de la République qu'il soit. Est-ce que pour un responsable politique, c'est pas un peu frustrant ? Ça dépend, pas du tout, ça dépend du sujet. Je vous rappelle d'ailleurs que Mario Draghi, c'est la France à l'époque, c'est moi qui l'ai proposé. Et le fait que Mario Draghi avait été chez Goldman Sachs était un grand élément pour moi, parce que je rêvais d'avoir enfin une banque centrale européenne. C'était une qualité de venir de Goldman Sachs. Non, ce qui était une qualité, c'est d'avoir une politique monétaire active. Oui. Je ne pouvais pas accepter que la seule banque centrale qui ne se serve pas de la monnaie comme un élément dans la guerre commerciale soit la nôtre. Alors on a les Chinois avec le yen, on avait les Américains avec le dollar, tout le monde se servait de sa monnaie, et nous, non. C'était donc un problème considérable, et je trouve que M. Draghi a fait un très bon travail à la tête de la Banque centrale. Nicolas Sarkozy, lorsque vous regardez votre bilan rétrospectivement, cette crise de 2008, est-ce que c'est le moment le plus important de votre présidence ? Politiquement, certainement, surtout que c'était 2008-2011. Humainement, non. Humainement, pour moi, aller décorer des cercueils de jeunes soldats français ou de jeunes policiers français reste le moment le plus troublant. Pourquoi ? Parce que c'est la responsabilité du président de la République. Quand il y a eu les morts d'Ouzbin, la vallée de l'Afghanistan, et que j'ai dû affronter les parents d'un jeune homme de 21 ans qui était mort, ça compte plus que la crise. Humainement, hein, je parle pas du tout politiquement, humainement. Et que dire Asper ? C'est moi qui ai envoyé le soldat, enfin en tant que chef des armées, en tant que président de la République. Ça reste quelque chose humainement de plus bouleversant. Vous savez, un jour j'étais ministre de l'Intérieur et un jeune policier mort dans l'exercice de ses fonctions, très courageux. Il avait un fils de 5 ans. Il était avec sa mère. Je vais décorer le cercueil, je prends le fils avec moi. Je le prends par la main. Et il y a la minute de silence, et le petit me tire par ma poche, et je me penche pour écouter ce qu'il a à me dire. Il me dit « Sors papa de la boîte ». Ben, pour moi, c'est quelque chose qui est inoubliable. Inoubliable. Il y a donc ce qui est important politiquement, et je comprends que la crise, et puis il y a ce qui est important humainement. Je ne pense pas qu'on peut faire une hiérarchie. Je voyais une interview récemment dans la presse de ce père dont la fille a été la première violée et tuée par Guy Georges. Je l'ai reçu à plusieurs reprises, ce monsieur. Pour moi, c'est des expériences humaines que je ne pourrai jamais oublier. Je vous présente mes camarades qui viennent clore les matins. Mathilde Serrel pour son billet culturel, Alexandre Devecchio. Il y a beaucoup de gens du Figaro aujourd'hui dans ce studio. Et j'espère que vous ne leur reprochez pas, après tout. Ce sont nos camarades, ils sont là. Mathilde Serrel, camarade dans votre billet culturel. On peut camarades, ici on parle de camarades, vous savez, c'est le service public. Camarade. Comment dire ? C'est sympathique, camarade. Ça ne vous fait pas camarade ? Je crois qu'il n'y avait pas de connotation. Non, certainement pas. Bien sûr, camarade de classe. Oui, camarade de classe. Oui, c'est bien connu. Vous êtes des écolières. Alors, eh bien, j'espère que vous avez amené vos cartables et bien taillé vos crayons. Écoutez, ma camarade Mathilde Serrel. Allons les petits. Alors, camarade, oui. Elle va évoquer une autre crise, celle du ministère de la Culture. La culture, un ministère amer. Le jeu de mots est rapologique, la situation beaucoup moins chantante. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'envole aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron en visite d'État au Royaume du Danemark, dans un contexte où le scandale qui la vise continue d'affaiblir son incarnation. Un ou une ministre de la Culture fort qui pèse dans le dialogue avec l'exécutif, c'est une condition sine qua non pour mener une politique culturelle à la hauteur des enjeux. Une condition nécessaire pour sortir des formules incantatoires, du rempart contre la barbarie à la lutte contre la ségrégation culturelle, chère à Françoise Nyssen justement. Or, déjà attaquée au printemps, souvenez-vous des
Nyssen-sur-la-Sellette et autre ministre, ce n'est pas la culture de Françoise Nyssen. Voilà que l'été fut désastreux, si ce n'est meurtrier pour la ministre. Après la révélation du canard enchaîné, la plainte déposée par l'association Sites et Monuments, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les travaux d'agrandissement de sa maison d'édition Actes Sud. Des travaux dans un bâtiment classé monument historique, soupçonné d'être illégaux et dissimulés à l'administration fiscale. Une ministre de la Culture accusée de fraude par une association de défense du patrimoine. Ça fait mal. Là-dessus, la maison d'édition a beau entreprendre des démarches de régularisation, la ministre se défend dans les colonnes du dernier journal du dimanche, affirmant qu'elle n'a pas songé à démissionner. L'épée de Damoclès de la règle d'exemplarité du gouvernement plane ombrageusement au-dessus de sa tête. D'ailleurs, l'entretien s'est mu en défense de son action, car au-delà de l'affaire, c'est bien d'un ministère ultra fragilisé dont il est question. J'existe en faisant, certains existent en clamant, tonne Françoise Nyssen, ou le plan bibliothèque, c'est moi qui l'ai voulu. Mais à ce niveau de la séquence, la ministre et le ministère peuvent bien être amers. On apprenait récemment par la secrétaire générale de la CGT Culture, Valérie Renaud, qu'un certain nombre de postes de grands responsables étaient vacants depuis plusieurs mois, notamment au patrimoine, à la création artistique, dans les musées et aux archives. Du jamais vu au ministère de la Culture, ni dans la fonction publique. Comment l'expliquer face au chantier des réformes? Et comment asseoir le pouvoir de la ministre quand les nominations de personnalités extérieures se font à Matignon ou à l'Élysée, sur des dossiers clés comme les résidences d'artistes, la francophonie ou le patrimoine. Tout se passe comme si, au-delà de la personne, la déréliction du ministère entamée déjà il y a une dizaine d'années s'accentuait. Après le piège de la rentabilité où la culture devait faire montre de son utilité par les chiffres, la voilà prise dans une spirale d'affaiblissement politique. Pourtant, elle est une réponse politique. Un ministère fort qui ne multiplie pas les grands chantiers mais agit en tour de contrôle des acteurs et des réseaux locaux pourrait être une piste. Des états généraux de la culture, une voie. Mais pour répondre à la crise par la culture, encore faut-il refonder son pouvoir au XXIe siècle. Nicolas Sarkozy, une réaction? Bon, moi, comme vous le savez, la politique culturelle est quelque chose qui me passionne. Et qui m'a toujours passionné. J'ai compris que vous étiez candidate pour être ministre de la Culture et qu'avec déjà un programme, et je vous en félicite. Je l'ai glissé, discrètement. Alors, ayez plus d'ambition, parce que pour moi, pardon de dire ça comme ça, le vrai ministre de la Culture, et ça n'a rien à voir avec Madame Nyssen, que je ne connais pas, pas du tout, c'est le président de la République. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire une chose. J'ai été ministre dans la cohabitation avec Mitterrand. Je ne suis pas socialiste, comme vous le savez. Mais j'ai bien vu comment un certain nombre de chantiers culturels ont avancé. Le ministère de la Culture, quelle que soit la qualité de la personne que vous y mettez, Jacques Lang était un grand ministre de la Culture. Mais il était un grand ministre de la Culture parce qu'il avait le soutien du président de la République. Au fond, c'est le président de la République qui doit prendre, un peu comme pour l'Académie française, où il y a un protecteur, qui doit prendre en main cela. Je l'ai toujours voulu. Vous savez, les tentatives pour renier le budget de la culture à mon époque, avec la crise, ont été innombrables, y compris de Matignon. Je m'y suis toujours opposé. Les tentatives pour réduire le montant de l'argent donné au cinéma ont été innombrables. Je m'y suis toujours opposé. J'ai voulu le Louvre à Abu Dhabi. J'ai voulu le Muséum à Marseille. J'ai voulu le Louvre à Lens. J'ai voulu Beaubourg, Pompidou à Metz, qui est un grand succès. Je suis persuadé que la culture, c'est la réponse à la crise. Mais c'est le président qui doit prendre en main les dossiers. En effet, déjà, on peut rappeler qu'en 81, 2 ans après le choc pétrolier, puisqu'on parle de crise, le budget de la culture est doublé par les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Donc, c'est un tout petit budget. Mais est-ce qu'un ministre de la culture fort, c'est pas aussi la clé? Il n'y a pas que le président de la République. On est dans une séquence d'affaiblissement des ministres les uns après les autres. Vous avez, ça, je ne me permettrai pas de juger, mais un ministre fort de la culture, c'est un ministre qui a l'oreille du président de la République. Et qui, quand il va à l'arbitrage avec Bercy, va avec le soutien de l'Élysée et pas tout seul. C'est ça un ministre fort. Et c'est le cas selon vous depuis 10 ans? Moi, ça m'a tellement passionné que, oserais-je dire, nonobstant l'excellent travail de M. Mitterrand, Frédéric et de Christine Albanel, que je pense que pendant 5 ans, j'ai été ministre de la Culture.